Par exemple, les caméras miniatures que nous avons dans nos téléphones, ça a été créé d'abord pour les navettes spatiales. Les couvertures de survie, les écouteurs sans fil. Il y a énormément de choses qui sont nées en fait de cette période d'investissement massif qui paraît difficile. Viser la Lune, c'est difficile. Mais aussi avoir des villes qui émettent zéro carbone, c'est difficile. L'égalité homme-femme, c'est difficile. Avoir des réseaux d'eau pour tout le monde dans le monde, c'est difficile. Enfin, oui. Et quand on vous dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas 10 milliards à mettre dans l'éducation, il n'y a pas tant à mettre dans la recherche, il n'y a pas tant à mettre dans le social, on ne pourra pas mettre tant pour les retraités. En réalité, on le voit bien avec ce type de programme spatial ou avec l'IA que c'est en fait des questions de choix. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et à leur agenda politique. Et on avance, on candidate à la TNT francilienne. La télévision gratuite est trop importante pour le pluralisme et l'accessibilité pour être laissée aux seuls grands groupes. Toutes nos équipes, nos techniciens, techniciennes et journalistes sont prêtes. Alors des milliers de citoyens tendent désormais le feu vert de l'Arcom. On a besoin de vous dans ce combat. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi au programme cette semaine, pendant que Trump vise la Lune, l'économie est à bout de souffle. C'est parti. Que cache la conquête de la Lune par les Américains ? Mercredi dernier, 4 astronautes se sont envolés pour un aller-retour de 10 jours autour de la Lune. C'est la mission Artemis 2. De quoi rêver de poser un pied sur la Lune en 2028, plus de 50 ans après Apollo. C'est le retour de la conquête lunaire des États-Unis à la Chine. Et l'Europe, elle, fait un peu la moue. Elle a été mise à l'écart par la NASA. L'Agence spatiale européenne veut renégocier pour maintenir une présence européenne sur la Lune. Alors que les pays planifient et investissent dans des programmes économiques autour du spatial, la crise mondiale, elle, ne faiblit pas. Quelles leçons doit-on tirer de tout cela ? On fait le point aujourd'hui avec toi, Thomas. Déjà, pourquoi l'Europe ne fait pas partie du voyage ? Parce que c'est un voyage qui est organisé par la NASA. Alors, elle en fait partie indirectement parce qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont dans la navette. Mais globalement, pour les dirigeants européens, s'installer pour des périodes un peu plus durables sur la Lune ou viser Mars, ça ne les intéresse pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de programmes spatiaux. En Europe, il y en a quelques-uns. Il y a je les ai sous les yeux, là, il y a le Galileo, le programme de géolocalisation pour le GPS. Il y a le Copernicus, qui est l'œil spatial européen. Tu as IRIS, qui est la constellation européenne de connectivité sécurisée. Et tu as Ariane 6, qui est l'accès à l'espace. Donc, il y a des programmes européens spatiaux, moins financés que les Américains. Mais le but des Européens n'est pas d'aller sur la Lune et de Mars, et on peut les comprendre là-dessus. C'est quoi les programmes spatiaux qui sont mis en place par rapport, économiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, là où il y a un intérêt, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il faudrait presque copier la manière de faire des programmes spatiaux. Qu'est-ce que c'est un programme spatial ? Alors, il faut revenir un petit peu au programme Apollo qui avait été annoncé par Kennedy à l'époque. Qu'est-ce qu'il avait dit dans le programme Apollo, Kennedy, quand il avait fait son discours ? Il avait dit, nous avons pris du retard par rapport aux Russes, car on réussi à lancer Spoutnik. Il nous faut un programme spatial. L'objectif final, c'est de marcher sur la Lune. Un objectif à 10 ans. Donc là, il y avait un objectif final. Il a dit, pour ça, on va mettre énormément d'argent public, l'équivalent en dollars d'aujourd'hui de plus de 280 milliards de dollars qui ont été mis dans ce projet, sachant que chaque fois le projet a été réévalué à la hausse, donc c'est vraiment des milliards qui ont été déversés, chapeautés par l'État, avec des entreprises privées, sachant que l'État et les entreprises privées avaient le même objectif, donc avaient des intérêts alignés. Et ça a très bien fonctionné puisqu'ils ont été sur la Lune et que ça a entraîné un certain nombre d'effets d'entraînement, 400 000 personnes recrutées à la NASA, des innovations majeures. Et donc, ces programmes de grands plans économiques à 10 ans avec des objectifs communs fixés par l'État, chapeautés par l'État et avec le secteur privé, plutôt que d'opposer le secteur privé au secteur public, ce sont comme ça qu'on devrait faire l'économie. Et d'ailleurs, il y a une auteure très connue, Mariana Mazzucato, que j'aime beaucoup, dont je parle souvent ici, qui a écrit un livre qui s'appelait « Mission économique », où elle s'inspirait en fait des missions spatiales pour faire des grands plans d'économie. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, cette manière de faire. Et c'est une manière de faire qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui sur l'économie ? Laissons faire les entrepreneurs privés. Donc dans le spatial, c'est ce qui a été fait. Maintenant, c'est Musk qui a pris une partie du lead, qui a cannibalisé la NASA, et on sait maintenant Musk ce qu'il pense, on sait qu'il sert son profit et pas l'intérêt général. L'État doit juste mettre en place des incitations, baisser la fiscalité et laisser faire le privé. Or, un programme spatial, c'est l'inverse de ça. C'est l'État qui prend les choses en main et qui fixe un objectif de long terme. Comme quoi on sait faire ? Ah oui, on sait faire, mais bien sûr. Et c'est un peu ce qu'on a fait en France avec des grands programmes du rail, de la SNCF, du nucléaire, etc. On sait faire,
quand ça nous arrange, dans le spatial, dans l'armement, sur d'autres thèmes. Il n'y a plus personne. Il y a moins de monde. Sur le social, l'environnemental, on n'a jamais eu des grands programmes. Oui, on en reparlera de toute façon. Mais le spatial, ça a aussi permis quelques innovations. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, ça a permis énormément d'innovations. Alors, je pense que les innovations, on aurait pu les avoir en dehors du spatial. En fait, c'est juste quand vous avez un investissement énorme avec un objectif qui paraît difficile, viser la Lune, c'est difficile, mais aussi avoir des villes qui émettent zéro carbone, c'est difficile, l'égalité homme-femme, c'est difficile, avoir des réseaux d'eau pour tout le monde dans le monde, c'est difficile, donc là, il y avait un objectif qui était difficile, et donc, comme tout le monde s'y est mis, il y a eu un certain nombre d'innovations qui se retrouvent aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, qui ont été créées d'abord pour l'espace. Par exemple, les caméras miniatures que nous avons dans nos téléphones, ça a été créé d'abord pour les navettes spatiales. Okay. D'accord ? L'ordinateur portable, au début, l'ordinateur, c'était le petit ordinateur portable qui devait être plus petit. Ça a été créé d'abord pour des navettes spatiales. Au début, ils avaient la mémoire des Commodore. Tu ne connais pas ça, mais ceux de ma génération connaissent ça. Les Commodore, c'était vraiment des ordinateurs qui avaient très peu de mémoire. Les écouteurs sans fil. Tous les matelas à mémoire de forme, toutes les chaussures finalement à bulles d'air, etc., viennent de la recherche spatiale. Les petits aspirateurs que l'on a chez nous, là, parfois, en fait, c'était au début pour qu'on puisse prendre des petits éléments dans des navettes, et là, ça est devenu des aspirateurs. Donc, et j'en passe, il y en a beaucoup d'autres, les aliments lyophilisés, les panneaux solaires, les scanners, parce qu'il fallait des images parfaites. Donc, les lampes LED, les couvertures de survie. Il y a énormément de choses qui sont nées, en fait, de cette période d'investissement massif pour aller dans la Lune. Donc, c'est pas tant le fait d'aller sur la Lune qu'il faut retenir, c'est le fait que quand vous avez de l'investissement massif et qu'il y a un objectif à avoir, les innovations arrivent. Voilà. Tu disais, les programmes spatiaux, des fois, c'est des dizaines de milliards d'euros. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser autant d'argent dans des programmes ? Est-ce que c'est vraiment utile de viser la Lune, etc. Parce qu'en plus, ça va recréer une guerre géopolitique, n'en parlons pas, quand il y a d'autres urgences. C'est-à-dire que, ça se trouve, dans un an, on va voir quelqu'un marcher sur la Lune pendant qu'on voit encore des gens crever à l'hôpital. Mais tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison et je te rejoins là-dessus. C'est juste la méthode, moi, que je garde. Mais quand on regarde, en fait, comme j'ai dit, la mission Apollo en dollars d'aujourd'hui, je vais dire, c'est beaucoup plus élevé que la mission qui est envoyée actuellement. Donc, on est à plus de 280 milliards qui ont été mis. Mais quand on regarde ça par rapport à ce qui peut être mis dans le social, etc., c'est énorme. Et quand on regarde ce qui a été mis dans Apollo par rapport à ce qui a été mis dans la guerre en Irak et en Afghanistan des États-Unis, on est très loin du compte. C'était des sommes monumentales. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand on vous dit « Ah, il n'y a pas d'argent pour ça, mais que vous êtes capable de mettre des milliards, mais des dizaines de milliards dans la guerre, et c'est le cas aujourd'hui même de Trump en Iran, alors qu'il a un déficit et qu'il y a 2 millions d'Américains qui n'arrivent pas à se soigner et qui font faillite quand ils ont une maladie grave. Donc les millions qu'on a mis dans la guerre, les millions qu'on peut mettre dans l'espace, en réalité, on peut les mettre ailleurs. Et ça rejoint ce qu'on a toujours dit ici, c'est une question de choix. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'à l'époque, quand il a annoncé quand il a fait ce grand discours Kennedy à l'université de Rice à Houston en 62, il a dit en fait aux Américains, bon, là, je vais vous lancer un défi de dingue qui est très risqué. Ça va nous coûter très cher et je suis même pas sûr qu'on réussisse. C'est ce qu'il a dit. Et les gens ont dit, bon, allons-y. Tu vois, demain, si quelqu'un disait, bon, écoutez les amis, moi, je veux en finir avec la pauvreté dans le monde. C'est un défi complètement dingue. On va équiper les gens d'eau, machin, etc., en fonction de là où ils vivent, en fonction des températures. Plein de choses comme ça. Et les gens vont dire... Ouh là là, c'est un utopiste, lui, on peut pas, c'est la vie, ça fonctionne pas comme ça. Quelqu'un qui va dire demain, je voudrais que toutes les villes françaises aient zéro carbone, donc on va mettre en place un investissement massif, sans savoir si le résultat peut être atteint. Encore une fois, c'est un objectif. Les gens vont dire il est malade, ça va être une perte. Alors que pour l'espace, ça n'a choqué personne d'aller marcher sur la Lune. Quelle utilité ça a eu ? Si ce n'est la course technologique, il y a une utilité indirecte via les innovations, mais quelle utilité on aurait pu les avoir ? Est-ce que marcher sur la Lune, c'est pas aussi... Quelle utilité d'aller sur Mars aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas le bout du rêve capitaliste et impérialiste ? Si, c'est ça, c'est de dépasser les frontières. En fait, le seul avantage que ça a eu indirect, c'est l'avantage en fait du grand plan d'investissement et des innovations que ça a engendré. Aujourd'hui, on nous dit oui, il y a tant de minéraux, de terres rares, etc. sur la Lune, mais ils ne sont pas exploitables. Oui, pour en faire quoi déjà ? Ils ne sont pas exploitables. Pourquoi aller sur Mars ? C'est des questions. En fait, les gens qui vous mettent ça en avant, ils vous mettent ça en avant pour avoir des financements, en vous expliquant les innovations que ça a créées et qui sont réelles. Mais vous pouvez avoir des investissements pour des questions sociales et environnementales et avoir des mêmes effets d'innovation. Si on met des milliards demain
pour avoir zéro carbone, je ne sais pas moi, dans les plus grandes villes françaises, on va avoir des innovations de dingue, très clairement. Mais pour une raison sociale et écologique, ce ne sera jamais fait, parce que dès que vous allez sur l'aspect, on l'a dit souvent ici, l'aspect social, et ben la question de l'argent, il n'y a plus d'argent. Tout à fait, exactement, tu as résumé, il n'y a plus d'argent. Parce que c'est vrai que tu viens de le dire, on ne fait pas du tout la même chose sur les programmes sociaux, sur les programmes environnementaux. On a l'impression que pour le spatial, mais aussi d'autres, tu as dit la guerre ou encore l'intelligence artificielle, vu que ça fascine, l'argent coule à flot, etc. Donc le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est une question de volonté. Les problèmes, c'est ça, c'est les choix politiques. Comme tu l'as dit, l'espace, dépasser la frontière terrestre, aller plus loin, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant pour les gens. Et donc là, on va vous dire qu'on va lever des milliards, 90 milliards pour Artemis, je ne sais combien de milliards pour un programme spatial. Les gens, ils se disent, c'est normal parce qu'on dépasse une limite. Quelle est l'utilité dans le fond direct ? Très difficile à savoir. Les utilités indirectes, on l'a vu, c'est les innovations, mais que l'on peut avoir sur n'importe quel plan. L'IA, c'est pareil. L'IA draine des milliards. Quelle est l'utilité alors ? À part, pour l'instant, on sait que la majorité des recherches, c'est des recherches qui ne concernent que des choses de la vie courante. On prend une photo de sa chambre, on dit « aide-moi à décorer ChatGPT ». On a aujourd'hui un retour des technologies où on avait appris par exemple en Suède à lire et à écrire sur des tablettes aux élèves. Là, on revient à l'écriture et à la lecture. On voit bien qu'il y a un problème sur l'exposition des écrans qu'on n'a pas vu venir au début, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on se rend compte aujourd'hui après coup de tous les effets négatifs qu'il y a eu par exemple du digital et qu'on aura en XXL sur l'intelligence artificielle. Oui. Mais ça n'empêche pas de drainer des financements énormes alors qu'il y a un impact énorme en termes de réchauffement climatique, en termes de consommation d'énergie. De consommation d'eau, ouais. Et de consommation d'eau, et qu'il y aura probablement un impact énorme même sur le fonctionnement du cerveau pour l'être humain. Avec ce qu'on a souvent dit ici, et j'en profite pour le redire, moi, une inégalité, à mon avis, extrêmement forte entre ceux qui ne sauront plus écrire un mail ou une phrase parce que c'est ChatGPT qui fera tout, et en haut lieu, ceux qui auront encore des profs particuliers, des profs de piano et tout, et qui parleront plusieurs langues, qui sauront tout faire tout seuls. Donc, il y aura une inégalité très énorme entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Comme on l'a vu sur beaucoup d'innovations, où ceux d'en bas vont manger des plats préparés, achetés peu cher, quand ceux d'en haut vont avoir des cuisiniers qui vont leur faire des bons produits frais et qui auront à la fin probablement moins de problèmes de santé. Donc l'IA aussi est un problème, est une question en fait, on ne sait toujours pas quel va être l'impact sur la productivité, quel va être l'impact au niveau social et environnemental. Les premiers résultats au niveau de l'emploi sont plutôt négatifs et pourtant ça draine des milliards. Donc il y a cette dichotomie dans l'économie qui est très présente, et quand on vous dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas 10 milliards à mettre dans l'éducation, il n'y a pas tant à mettre dans la recherche, il n'y a pas tant à mettre dans le social, on ne pourra pas mettre tant pour les retraités. En réalité, on le voit bien avec ce type de programme spatial ou avec l'IA que c'est en fait des questions de choix. C'est une question d'idéologie, comme je disais. La conquête spatiale ou l'IA, c'est vraiment des projets qui s'inscrivent énormément dans l'idéologie capitaliste et impérialiste. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive aussi ? Est-ce que c'est pas pour plus servir des idées ? Je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, Elon Musk, il est d'extrême droite, Trump, il est d'extrême droite, Emmanuel Macron n'est pas d'extrême droite, mais il a eu des politiques quand même antisociales très énervées. Enfin, c'est-à-dire qu'il a eu un programme libéral encore plus dur que celui de Sarkozy. Un programme libéral engendre toujours des conséquences sociales, misogynes, racistes, etc. Les gens qui nous regardent le savent, on en a parlé beaucoup de fois. Donc est-ce que tout ça, c'est pas aussi, plutôt qu'une guerre économique, c'est un peu une guerre aussi idéologique par rapport à tout ce que je viens de dire, parce que pareil, la conquête de la Lune, ça va recréer une guerre géopolitique entre les pays pour s'accaparer la Lune, pour faire quoi, on ne sait pas. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de soft power là-dedans ? Si, complètement. Il y a des questions économiques, mais il y a aussi des questions géopolitiques. Et d'ailleurs, les programmes spatiaux sont repartis de plus belle aussi, parce que la Chine s'y met, l'Inde s'y met. Et donc, et d'ailleurs, je trouve ça plutôt bien que l'Europe ne tombe pas là-dedans, et qu'elle se dise, qu'elle fait des programmes pour le GPS, etc., mais qu'elle ne fasse pas des programmes pour repousser cette frontière, et on ne sait pas vraiment pourquoi, quoi. C'est des programmes un peu, aller sur Mars, c'est le programme d'un homme d'affaires mégalo qui ne sait plus quoi faire, et que Musk, qui veut aller toujours plus loin, et on ne sait pas vraiment pourquoi, si ce n'est pour se faire de la pub et attirer de l'argent. Mais ce qui est assez marrant, en fait, quand on résume tout ça, il y avait un très bon livre de Daniel Cohen qui s'appelait « La prospérité du vice ». Dans ce livre, il expliquait, Daniel Cohen, très bon économiste, malheureusement décédé, que l'économie était souvent reliée au vice.
Il t'expliquait ça. Et en fait, quand on regarde ça, on le devine tout de suite. Pourquoi on a fait le programme ? Pourquoi Kennedy a fait le programme Apollo ? Parce qu'il était en guerre froide avec la Russie, qui voulait gagner, alors là, gagner pour des questions d'honneur. Et donc là, il a mis effectivement beaucoup d'argent, il a fait ce programme-là. Pourquoi on a inventé DARPANET, qui était le programme militaire qui a inventé Internet, qu'on utilise aujourd'hui tous ? Pourquoi ça a été inventé ? Parce que c'était un programme militaire où il fallait prendre de l'avance, pareil, par rapport aux Russes. Donc on voit bien en fait que aujourd'hui, tout l'investissement, tout l'argent a été drainé en économie pour des mauvaises raisons, en fait. Pour des raisons de concurrence guerrière ou pour des raisons de tension géopolitique, pour aller plus loin que son voisin. Hier, c'était avec la Russie et les États-Unis, aujourd'hui, c'est avec la Chine. Jamais l'argent a été orienté, ou très rarement, pour le bien commun, pour résoudre des problèmes sociaux. Les problèmes du millénaire qui avait pour but de réduire la pauvreté divisée par 2, c'est-à-dire de faire en sorte que la pauvreté de 2000 soit divisée par 2 en 2015, il y avait quasiment très peu d'argent. Très peu d'argent. Et le but, c'était de faire passer des gens qui touchaient $1 à $2 ou $3, pas plus. C'était pas qui puissent arriver à la classe moyenne, avoir de l'eau courante, de l'électricité, etc. C'était pas du tout ça. Donc les programmes sociaux de lutte contre la pauvreté ou même d'égalité hommes-femmes ou liés au réchauffement climatique sont des problèmes qui drainent très très peu d'argent. Donc le vrai problème de base de l'économie, c'est quand même l'allocation de l'argent dans des endroits où les gens ont intégré que c'est parfaitement normal, et dans d'autres endroits où ça n'est plus normal. Et ça concerne aussi la population globale, qui se dit on peut mettre des milliards dans l'IA, c'est normal, parce qu'il faut qu'on soit premier. Pourquoi on ne sait pas. On peut mettre des milliards dans les programmes spatiaux. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'on perde le lead vis-à-vis de la Chine. Mais pour quel intérêt ? On ne sait pas. Et par contre, mettre un peu d'argent pour les malades ou le chômage ou les vieux, ça, on peut pas, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Alors que ce n'est pas du tout les mêmes échelles. Alors que ce n'est pas du tout les mêmes échelles, ce n'est pas du tout les mêmes besoins, c'est pas du tout... On parle de quelques millions contre des dizaines de milliards. Quoi. Exactement. Et ça n'a pas du tout le même impact en termes de satisfaction pour la personne qui les touche. Non mais c'est vrai. Quand vous êtes pauvre et que vous touchez une assurance chômage, ça change tout. Quand vous êtes malade, que vous pouvez vous faire soigner gratuitement, ça change tout. La question du réchauffement climatique, c'est tout le monde est dans le même bateau. La question spatiale... Et bien sûr qu'il y a des innovations intéressantes là-dedans, mais même dans le tas qu'on a dit, il y a des innovations, sont-elles primordiales ? Pas sûr. Ça montre en fait que c'est un peu bateau, et on l'a déjà dit plusieurs fois, mais que le fait qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est pas une fatalité qui tombe du ciel, c'est un choix. C'est toujours un choix, effectivement. L'économie a constamment été une théorisation des choix. On a dit par exemple, l'esclavage est permis, et puis à un moment il a été interdit. Et on n'a pas indemnisé les esclaves, on a indemnisé les propriétaires d'esclaves pour leur dire désolé. Donc oui, tout ça en fait est politique. Tout ça, c'est des choix politiques. On ne s'est pas dit qu'on allait indemniser les esclaves. On a indemnisé les propriétaires parce qu'ils perdaient de l'argent, parce qu'ils n'avaient plus le droit de pratiquer l'esclavage. Et donc là, c'est pareil. C'est qu'on peut mettre des milliards pour aller sur la Lune, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la conquête spatiale. Et on ne peut pas mettre un peu d'argent pour soigner des Américains qui vivent dans le dénuement le plus total. Donc c'est ça l'économie. Donc en fait l'économie est clairement par définition politique. Et on l'a souvent dit ici. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cette émission. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. Vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance, on candidate à la TNT francilienne. La télévision gratuite est trop importante pour le pluralisme et l'accessibilité pour être laissée aux seules mains des grands groupes. Toutes nos équipes, tous nos techniciens, techniciennes et journalistes sont prêtes. Des millions de citoyens et citoyennes attendent désormais le feu vert de l'Arcom. On a besoin de vous dans ce combat, notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.